Sylvestre Frézal, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-directeur scientifique du programme de recherche sur l'appréhension des risques et des incertitudes hébergé par l'ENSAE et Sciences Po. Et on va chercher à décrypter ensemble la tendance à l'inflation réglementaire qui touche bon nombre de secteurs depuis quelques années, dont celui que vous étudiez, à savoir l'assurance. Première question, quels sont les domaines qui sont le plus concernés par cette inflation réglementaire ? De façon générale, il y a deux domaines dans le secteur de l'assurance qui sont concernés. Le premier, c'est tout ce qui est lié au contrat, tout ce qui est lié aux produits. Par exemple, on va obliger de plus en plus les assureurs à acquérir de l'information sur leurs clients pour leur proposer quelque chose d'adapté et à donner de l'information au client pour que celui-ci puisse mieux s'approprier ce qu'il achète. Ou autre exemple sur le contrat, c'est dans le domaine de la tarification, on va interdire tel ou tel type de différenciation, par exemple de faire un tarif différent pour les hommes ou pour les femmes. Ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est tout ce qui est lié aux entreprises, où on va par exemple leur fixer des contraintes en termes de niveau minimum de fonds propres à détenir, ou alors des contraintes en termes d'organisation. Et on va leur dire, pour gérer vos risques, il faut que vous soyez organisé de telle façon. Comment est-ce que vous expliquez cette inflation réglementaire ? Quels sont les facteurs explicatifs selon vous ? Il y a plusieurs éléments qui se combinent. Le premier élément, c'est la sédimentation. Une dimension historique. Régulièrement, on rajoute des couches de réglementation et ça s'empile. Deuxième élément, c'est la question des excès qui ont pu être faits dans le passé et sur lesquels il y a des retours de bâton. Donc par exemple, il y a eu des affaires de mis-selling, notamment au Royaume-Uni, où des assureurs ont vendu des produits à des clients sans que ceux-ci en aient trop d'utilité. Et donc ça génère également des réactions de la part du régulateur pour mettre un terme, ou du moins pour limiter cela. Ceci étant, tout ça expliquerait une croissance linéaire du volume de réglementation. Or, ce que l'on observe, c'est quelque chose d'exponentiel. Typiquement, si on prend le droit de l'entreprise, avant, il y avait des règles, solvabilité 1, les exigences quantitatives tenaient en à peu près une vingtaine de pages. Début 2016, on est passé à solvabilité 2, la nouvelle version. Les exigences quantitatives tiennent en à peu près 400 pages. Et si on va au-delà et qu'on regarde ce qu'il y a en termes d'avalanche un petit peu induite, ce que les assureurs sont obligés de se fixer eux-mêmes comme contrainte pour respecter ces 400 pages, on obtient des choses encore plus volumineuses. Typiquement pour la SCOR, la documentation du modèle interne, c'est 20 000 pages. Mais alors pourquoi ? Comment est-ce qu'on peut passer de 20 à 20 000 ? Alors ça s'explique par un problème de déficit d'arbitrage politique. Typiquement, ce qui s'est passé, c'est que les politiques se sont dit « Ouh là là, le secteur, c'est compliqué », et notamment tous ces sujets-là en particulier. Et donc, on va confier ça à des experts. Les experts ont été en vase clos, ils se sont réfugiés dans les détails. Les politiques se sont dit « Oh, c'est encore plus compliqué que ça en a l'air, puisqu'il y a vraiment beaucoup de détails, et donc on va vraiment tout les laisser faire. » Et comme ça, c'est une espèce de cercle vicieux qui s'enclenche, et ça devient de pire en pire. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, dans le refus d'arbitrage politique, c'est le fait que quand on fait des réglementations, on doit prendre des conventions. Mais les conventions, il faut les assumer. Et ça, on n'en a pas envie. Donc on va essayer de se réfugier derrière, par exemple, de la science, et on va cacher les hypothèses derrière un raisonnement. Le problème, c'est que derrière ce raisonnement, il faut des hypothèses. Et donc, on va à nouveau les cacher. Et donc, on va progressivement construire des strates et des strates de raisonnement pour mettre les hypothèses de plus en plus loin. Finalement, il y en aura toujours, mais au moins elles seront dissimulées. Et ces strates empilées de raisonnement, ça conduit, là encore, à des monstres réglementaires. Dernière question, dans ce contexte, quels sont les types de réactions que l'on peut observer chez les principaux concernés qui sont visés par cette réglementation ? Alors, il y a des réactions qui ont différents horizons temporels. Typiquement, à court terme, la réaction standard, c'est de se résigner et d'appliquer. Donc, l'ensemble des acteurs mettent en place des fonctions conformité ce à quoi ils sont d'ailleurs obligés par précisément la réglementation. Donc ça, c'est la réaction de court terme, s'assurer que l'on la respecte. Ensuite, il y a une réaction de moyen terme qui va être davantage d'essayer d'anticiper et de faire du lobbying. Typiquement, c'est ce qu'on a pu observer sur la directive PRIPS, sur l'information à communiquer aux assurés, où la régulation en cours de préparation allait imposer des exigences absolument délirantes en termes de volume d'informations à fournir qui auraient totalement noyé les consommateurs qui auraient été complètement noyés. Et donc là, ce qu'a réussi à faire l'industrie, ça a été de convaincre le Parlement européen de dire à la Commission européenne « on arrête de jouer, revoyez votre copie, c'est excessif ». Et puis enfin, il y a une dernière type de réaction, à plus long terme, c'est de jouer sur la culture d'entreprise, sur la culture de responsabilité, puisque plus
on agit de façon responsable, moins on va être obligé de cadrer par des process. Voilà, ces réactions sont évidemment pas forcément incompatibles entre elles. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Sylvestre Prézal pour cet éclairage. Merci. Je vous en prie.